Bien, bonsoir. Merci beaucoup, Paul, de nous avoir présenté ce film qui est devenu un document, parce qu'il a 25 ans, si j'ai bien compris. Et depuis, les capteurs de rêve, vous en trouvez dans toutes les boutiques, dans toutes les vitrines, offerts à tous les coins de rue. C'est un engin, c'est un objet ethnique dont les gens ne savent pas très bien d'où ça vient. Mais je trouve que ton film est très bien fait parce que on voit, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce rythme peut-être qui est plus difficile maintenant à regarder tellement le cinéma sont des images qui s'enfilent à toute vitesse les unes dans les autres. Et là, tu as trouvé le rythme du rêve presque, c'est-à-dire la chose lente qui nous permet aussi de se rendre compte que finalement notre allié c'est le temps. Et le temps c'est aussi l'espace où s'introduit la croyance d'une certaine façon. Et la façon dont tu as filmé est très intéressante parce que, comme disait Jean Rouch, un cinéaste bien connu, il faut toujours croire dans la croyance des autres. Et je crois que c'est assez bien vu. Il n'y a pas de commentaire autre que celui des Indiens. Et je trouve que le film, finalement, nous projette à la fois dans un passé. Je ne sais pas à quoi ressemble maintenant cette région, si ça a beaucoup bougé, mais peut-être pas tant que ça. Je pense que l'écologie est passée par là pour réglementer des choses qui étaient, à mon avis, largement réglementées par la tradition et même autrement contrôlées, si je puis dire. Et là, on a effectivement l'expression d'une société à rêve, c'est-à-dire là où le rêve est non seulement autorisé, mais recherché, et non seulement recherché, mais domestiqué. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que nous sommes assez perdus avec les rêves, si je puis dire. On a des interprétations, on a des tentatives d'explication, on essaye de se raccrocher au conte, etc. Et là, en fait, on est carrément dans un système global où, en fait, c'est un rapport à l'univers qui fait que la vie est possible à partir du moment où vous respectez toutes les forces et toutes les possibilités qu'il y a, effectivement, de vivre dans un espace qui est finalement inscrit dans une totalité. Et donc, je trouve que ça sort très bien de ce travail, de ce film. Et j'insiste, il a 25 ans, donc il faut aussi se remettre dans un contexte très particulier. Et c'est le début, enfin, c'est pas le début, c'était déjà la prise de conscience depuis longtemps de la question de l'ethnocide. Pour les anthropologues, évidemment, à chaque fois qu'on commençait à voir des sociétés, on se posait cette question-là. Du génocide, on n'en parle pas, mais d'une certaine façon, on est là au bord, effectivement, d'une crise qui va se développer. Et il faut savoir qu'au Canada, les Indiens sont très mal considérés par les Canadiens eux-mêmes. Et il n'y a que des Français pour s'intéresser à eux. Ils les appellent ces vilains mangeurs de champignons. Et il y a toujours une connotation très, très péjorative à leur endroit. Et donc, on voit là, quand il a dit, finalement, les capteurs de rêve avaient disparu, ils étaient cachés, d'une certaine façon. Je pense que oui, ils devaient être cachés, non montrés. Oui, non. D'abord, merci aux rencontres d'Auxerre d'accueillir le film. Pour moi, c'est un film qui était très, non pas éloigné dans ma mémoire, mais un petit peu endormi, parce que 25 ans, c'est pas rien comme temps. Donc je le redécouvre aujourd'hui avec des yeux très, très neufs. Et je reprends ce qui a été dit, c'est-à-dire la lenteur. Je crois que finalement, cette question d'accompagnement qui reste... Pour moi, à l'époque, je l'avais considéré un peu, on l'avait considéré un peu comme quelque chose d'un peu léger, mais pas si léger que ça. Enfin, je veux dire, on voulait être accompagnateur, c'est-à-dire finalement laisser la place à la fois au rêve, à la fois à cet objet, cette amulette de protection qui finalement parle des rêves, et donc cette traversée dans les 3 communautés amérindiennes avec eux, simplement. En fait, on n'avait pas cette volonté d'essayer de comprendre absolument, indépendamment de l'objet lui-même. Et je peux dire qu'à l'époque, on était assez frustrés parce qu'on sortait quand même d'un travail documentaire assez important sur la folie, sur le sida, enfin voilà, des questions de réflexion assez intenses. Et c'est vrai qu'on a pris ça un peu comme une évasion. Mais sur place, avec cette traversée et l'émotion que moi j'ai pu retenir de cette traversée, c'est que je savais qu'il y avait tout un pan qu'on ne pouvait pas raconter,
qu'on ne pouvait pas nommer, et particulièrement il y a 25 ans, on se posait la question justement de tous ces enfants d'Amérindiens qui ont été enlevés dans ces communautés pour être mis dans des institutions religieuses. On a eu pas mal de témoignages là-dessus. Et à l'époque, on disait, mais vraiment, il y a un sujet très fort, là, il faut absolument faire quelque chose. Et on nous disait, non, 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 le Canada n'était pas prêt pour ça, Québec, Canada, enfin bon, c'est la même chose. Ils étaient absolument pas prêts, voire même des menaces de mort. Il n'était pas question de toucher à ce sujet. Et quand je revois le film aujourd'hui, j'avoue que moi, j'ai fait cette traversée avec eux, avec un sentiment très triste, parce que leur culture est biodégradable. Il n'y a que la parole, il n'y a que ce rapport à la nature, ce rapport aux animaux. Et oui, j'avais comme ça cette espèce de nostalgie, de tristesse, ce côté un peu pathétique. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les Amérindiens, leur culture, leur philosophie, leur rapport à la nature. Tout ça, c'est très dense, c'est très riche. Ça a beaucoup évolué en 25 ans. Il y a eu beaucoup de batailles. Les jeunes générations sont devenues eux-mêmes avocats, ont défendu des causes. Sur la traversée du film lui-même, parce que là, on s'est vraiment que focalisé sur le capteur de rêve et sur cette, cette narration assez simple du petit occidental qui, à partir de livres avec des Amérindiens, s'en va avec les tambours dans les légendes du capteur de rêve. Donc ça, c'est vrai que c'était la narration, en tout cas. Mais le fil conducteur, c'est le rêve, effectivement. C'est le rêve. On ne pouvait pas quitter le rêve. Et tomber dans une réalité pure et dure, politique sur le moment, c'est vrai que c'était plus notre enjeu. On a fait beaucoup de documentaires, donc avec mon co-réalisateur Bertrand Desselier, même si celui-ci, je l'ai signé toute seule. Voilà, il y a tout un travail documentaire assez important derrière tout ça. Et on est plus sur des sujets de questionnement important et d'enjeux et de réflexion. Quand je vois ce film, je me dis mais c'est une belle rêverie en leur laissant la place de tenter de nous dire quelque chose avec comme ça cette sensation de vibration. Et je tiens beaucoup à dire ça parce que voilà, on n'avait pas d'engagement particulier. On savait que l'engagement on pouvait pas l'avoir et donc on laissait vraiment la place au rêve. C'est peut-être pour ça qu'il est réussi, parce que tu ne cherchais pas un message forcé, si je puis dire. Oui, mais à l'époque, on ne le trouvait pas réussi. C'est pour ça que je dis 25 ans après, je dirais c'est presque un film qu'on n'avait pas mis de côté, mais on se dit, bon, il ne soulève pas beaucoup de questions, il est un peu léger, il est un peu anecdotique, enfin voilà. Et avec le temps, en effet, je pense qu'il a une sensibilité en suspens, comme pour être le rêve, finalement. Après tout, le rêve, c'est quelque chose qui reste, qui peut apparaître et qui peut s'évanouir aussi. Et dans toute cette transposition d'images, il y a comme quelque chose qui s'évanouit à des moments. Oui, puis c'est aussi un film sur la transmission. Oui, parce que c'est... oui, il y a des choses. Oui, sûrement, il y a plein de choses. La famille, le sens de la famille à l'intérieur du cercle, la symbolique du capteur de rêve. Bien sûr, ce que ça centre sur la question du monde, tout est un cercle. C'était assez beau quand il a exprimé tout ça. C'est leur mythologie. C'est leur mythologie, oui, bien sûr, qui est très, très forte. Ouais. Alors c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, après quand on voyait dans les aéroports partout, dans les petits magasins, tous ces petits capteurs de rêve déclinés, là, hyper commercialisés, voilà, c'est devenu une espèce de choses détournées, un gadget, je dirais même. Un gadget ethnique. En tout cas, à l'époque, on avait ramené beaucoup de capteurs, parce que les capteurs qui sont construits dans le film, ils ont été chez nous, on les a encore d'ailleurs. Antonin, qui est donc notre fils, c'est le petit dormeur, c'est notre garçon, donc il a gardé le capteur de rêve. Mais on a aussi ramené d'autres capteurs de rêve, parce que le projet était parti sur la rencontre. En fait, on était invités au Festival des films du monde à Montréal pour un autre documentaire, et on avait rencontré un artiste qui créait des capteurs de rêve, mais vraiment avec une démarche artistique, rien à voir avec la petite amulette créée dans la forêt, dans les communautés amérindiennes. Et on s'était intéressé à l'objet, voilà. Et j'ai perdu mon fil. C'est comme dans les rêves. Perdre son fil pour un capteur de rêve, c'est un problème.
Parce que j'ai fait une diversion, je suis passée par l'origine, etc. On était sur la transmission et sur le fait qu'effectivement, ces objets-là sont des capteurs, c'est vraiment le terme. Oui, c'est capteur, ça extrêmement approprié, oui. parce que finalement, je le disais tout à l'heure, la domestication d'un rêve, la domestication d'énergie particulière, et qui sont des défenses absolues contre le danger, effectivement, d'un système généralisé, écologique généralisé, d'une certaine façon. Et je trouve que là, tu as effectivement bien amené les choses, parce qu'ils racontent comment les choses se font. Ils disent d'ailleurs à un moment donné que la ficelle, enfin la ficelle ou les tendons, ça dépend, ou la peau qu'on utilise, ne doit pas être interrompue. Alors ça, c'est un savoir aussi, ça veut dire qu'ils ont un savoir du rêve, c'est ça que j'essaye de dire, et que le problème, c'est que le rêve, a priori, est assez mauvais. Donc il faut s'en méfier, sinon il n'y aurait pas de capteur. C'est plus un défenseur qu'un capteur. Non, mais l'objet, il sert vraiment particulièrement, c'est une amulette de protection, c'est-à-dire qu'en fait, les bons rêves circulent. Il passe dans les filets, il mène sa vie, en fait, le rêve. Et le matin, au premier rayon du soleil, les cauchemars, enfin en tout cas les mauvais rêves, sont eux détruits dans ce filet. Et par le petit trou qui est au milieu, le bon rêve peut passer dans la réalité. Parce que ils l'ont dit, et on le sait, c'est vrai, pour l'Amérindien, le rêve fait vraiment partie de la réalité. Il doit se prolonger dans la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il a une raison d'exister dans la réalité. Oui, et c'est assez beau d'ailleurs, parce qu'il y en a un qui dit, mais depuis des millénaires et millénaires, tous nos rêves, ben, c'est exactement ce vers quoi on va. Et c'est assez beau. C'est vrai qu'on a rêvé, pardon d'interrompre, quand on voit toutes les projections qu'il y a eu en littérature, sur plein de domaines, cette manière de devancer un peu des choses. Pas toujours bonne, mais bon, le rêve se poursuit. Et il participe à la cartographie aussi de l'espace. Parce que le capteur de rêve n'est pas seul. Il raconte comment, une fois que le bon rêve est passé, le matin, on va faire effectivement pour le chaman, s'il y a une chasse en perspective, on va utiliser, en plus, ils ont parlé de la tente tremblée, c'est-à-dire que là, effectivement, il peut y avoir une transe qui intéresse le chasseur, accompagné d'un chaman, et à partir, par exemple, quand il brûle une omoplate d'orignal ou une chose comme ça, ils peuvent savoir exactement à quel endroit ils doivent aller chasser par rapport à la tache qui peut apparaître sur les ossements. Et ça participe, c'est-à-dire le premier propose le chemin, le deuxième indique l'espace, indique la place. Donc c'est quelque chose qui est complet comme ça. C'est pas une chose qui est faite à moitié, c'est au contraire dans un tout absolu. Et ça participe totalement, je parlais tout à l'heure de cette inscription effectivement dans l'univers de ces Indiens. La connaissance de la nature et de l'animal est au cœur complètement de leur observation, de leur réflexion et de leur croyance. C'est très beau. C'est dans ce sens-là où je disais, moi j'avais ce sentiment que je trouvais que ce côté pathétique, parce qu'en fait, voilà, il reste cette beauté chez eux, mais en réalité, il reste rien. Ça a été quand même très balayé, tout ça. Voilà. Et sur parce que bon, évidemment, on a fait plusieurs traversées qui n'étaient pas toujours en rapport avec le tournage, mais à la fin, on a fait une sweat lodge, donc une tente à sudation, et avec des Occidentaux, des Canadiens, bref, il n'y avait aucun Indien là-dedans, et donc, et on voit bien que maintenant, ça sert à ça sert au pansement de ceux qui sont mal et qui ont besoin de retrouver une espèce de rapport avec la nature, un sens avec les animaux, une autre vision des choses. Et ça, je trouvais ça triste, c'est vrai. C'est vrai que je voyais ces Amérindiens qui étaient quand même porteurs d'une culture, de leur culture, mais finalement que d'une façon un peu, voilà, pour satisfaire finalement la découverte, l'envie et la curiosité. Mais ça n'a plus de réalité aujourd'hui. Quand on traverse une réserve et qu'on passe une nuit dans une réserve comme je l'ai fait, c'est beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de misère, beaucoup de mise à l'écart. Il y a vraiment un film important à faire là-dessus. Et le Johnny que vous avez vu, qui est en rapport avec la communauté des Inuits, donc à cette île, Johnny qui a la casquette avec écrit New York, par exemple, il est mort. Enfin, on a su très vite après qu'il était mort d'alcoolisme. C'est désespéré, quoi. Voilà. Enfin bon, ça c'est pas le bon côté du rêve.
Hein, c'est vrai qu'on peut rester sur le canoë, sur les chansons, sur les belles rivières qui sont magnifiques. Hein, c'est des endroits très beaux. Et généralement, pour atteindre ces endroits, ces campements, il n'y a pas de route. Hein. Il faut donc, comme vous l'avez pu voir à un moment donné, une route en plein chemin avec plein d'air, mais après on laisse la voiture, après on marche à pied, après on prend des canoës et on va sur un endroit où il n'y a pas d'accès du tout. Les 3 campements sont absolument pas à côté sont pas accessibles. Enfin, ils sont accessibles en canoë, à pied, voilà. Si vous avez des questions sur ce film ou sur les rêves ou sur les capteurs de rêves. Oui, pour prolonger ce que vous avez dit sur la situation actuelle des Amérindiens, d'après ce que je vois dans la presse, on a l'impression que par rapport à il y a 25 ans, il y a eu quand même une très large prise de conscience au Canada et que les Amérindiens aussi sont beaucoup plus présents publiquement. Est-ce que leur situation s'est vraiment détériorée significativement depuis le film ? Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, j'en ai pas. Moi, je vous parle de ce que j'avais vu et de l'impression que j'avais il y a 25 ans. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont nombreux à se défendre. Hein. Comme je vous disais, les jeunes générations ont appris à se défendre. La cause est quand même de plus en plus entendue. Les territoires sont redonnés. Enfin, moi, il y a beaucoup d'échanges et on en entend parler. Il n'en reste pas moins que je pense qu'il y a des réserves encore où c'est très compliqué. Ouais. La pauvreté, l'alcoolisme reste quand même quelque chose de compliqué. Oui. Je pense. Je crois ne pas me tromper. Hein, c'est vrai que je suis passée sur d'autres sujets et je ne me suis pas particulièrement intéressée aux Amérindiens, mais je crois que ça reste quand même difficile. Qu'il y ait une prise de conscience, ça n'empêche pas que les situations soient difficiles. On est bien d'accord. Mais ça aide, en tout cas. Ça aide. Je pense que c'est une cause qui est de plus en plus entendue. De toute façon, on sait que c'est une histoire un peu difficile. Hein, voilà, mais... Il y a un mea culpa, hein, je crois, important, qui est dit à chaque fois. De la part, de la part des Blancs, si je puis dire. De la part des Blancs, oui. Il y a aussi une absolue rejet. Enfin, oui, constant, oui. Ou alors c'est la bonne conscience qui arrange les choses. C'est ça qui est un peu pathétique. C'est un peu, ça rejoint un peu sur le sentiment que j'ai eu, cette espèce de bonne conscience, voilà, qui est là, qui est très présente, hein, parce que c'est vrai que c'est magnifique leur rapport à la nature, tout ça, c'est quand même très beau, il faut bien le dire. Comment on appelle là-bas, quand on dit à propos d'un Amérindien que c'est une pomme rouge, hein, ce qu'il est rouge à l'extérieur et blanc à l'intérieur. J'étais au Canada il y a 4 ans à peu près, mais on a travaillé avec des gens qui ont bossé avec Wapikoni Mobile, qui sont des gens qui travaillent avec des jeunes Amérindiens justement de ces tribus et qui sont une caravane et qui font des films avec des jeunes partout, etc. J'ai longuement discuté avec la personne qui allait remplacer, en fait, c'était une femme blanche réalisatrice dont j'ai oublié le nom, mais qui est assez connue là-bas. Et c'est une métisse indienne, etc. Ce que je voulais juste dire, c'est que moi, de ce que je retenais des discussions, c'était il y a à peu près 3 ans, 3 ans, c'est que ça avait quand même beaucoup bougé. C'est-à-dire qu'il y avait encore plein de problèmes très lourds, mais que la prise de conscience, il y avait des métis, des tas de gens, qu'il y avait le contexte global avait quand même beaucoup évolué. Avec quand même ce problème, effectivement, qu'ils avaient, c'est que beaucoup des jeunes, en fait, par exemple, qui commençaient à tourner, etc., effectivement, partaient, quoi. Le problème change de nature, en quelque sorte. Voilà. Donc, je ne sais pas trop si vous avez des nouvelles récentes, mais moi, il y a 3 ans, des discussions que j'ai eues, assez longues, notamment avec cette femme métisse qui dirige ce Wapikoni Mobile, en fait, hein, cette caravane qui d'ailleurs, qui ne fait pas que au Canada. Ils ont commencé au Québec, et après, ils ont été en Bolivie, ils ont été un peu dans toutes les Amériques. Et de fait, on voit bien que le contexte politique reste très dur, notamment par rapport à toute l'exploitation du pétrole, etc., du gaz de schiste, quoi, de tout ce qui reste très très lourd. Mais voilà, faut quand même c'est juste que le problème change de nature, et je pense que ça vaudrait vraiment la peine de refouiller, en fait, dans tous ces univers. Je suis sûr que ça bouge, oui, et que les choses, c'est certain. Mais bon, il faudrait refaire un film aujourd'hui, hein, et d'une autre façon, d'une manière plus impliquée aussi.
Je suis allé justement au Canada il y a à peu près 4 ans, chez les Mohawks, chez les Indiens Mohawks qui sont à Montréal, aux portes de Montréal en fait. Et ce qui m'a frappé, c'était les problèmes psychiatriques qui étaient de plus en plus fréquents, et notamment qui sont liés à la grande tristesse. Et cette tristesse, j'ai un ami psychiatre qui travaille dans cette région, avec eux d'ailleurs, et en fait, elle est énormément liée à la pollution. C'est-à-dire que ce qui les rend les plus tristes, c'est de voir leur niche écologique, d'une certaine façon, disparaître. Et là, les Canadiens ne sont pas tendres avec la nature, si je puis dire. Quand on transforme quelque chose, c'est définitif, quoi. Et donc, ça m'a profondément marqué la tristesse des Indiens, et en dehors de l'alcoolisme, de la drogue, etc. Mais ça, c'était très secondaire. Et donc, ça, il faut se rendre compte aussi que dans les sociétés indiennes, et notamment en Amazonie aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des Indiens qui étaient dans des déprimes formidables. Et, alors, ils ne peuvent pas appeler ça dépression. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, justement, dans ces cas-là. Mais ce qui m'a beaucoup plu, enfin, pour l'Amazonie, c'était comme ça, c'était l'accompagnement par la famille, par les frères, par les autres, de la tristesse d'un des leurs, quoi. C'est un accompagnement, c'est un peu l'histoire de la Sundance, où en fait, quand on fait la Sundance, vous savez, on tourne et on s'accroche une peau de bison dans le dos avec des serres d'aigle, etc. Et il faut que le danseur ne dise pas un mot, mais c'est toute la société autour qui pleure. Et donc ça, c'est vraiment ça l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la notion de l'ensemble, on n'a pas du tout, nous, cette notion, effectivement, d'accompagnement complet autour de chaque personne. Donc là, il y aurait des choses à travailler, à mon avis, justement. Oui, complètement. Ouais. Je pense que le mot, la tristesse, d'ailleurs, moi, ça résonne assez fortement. Alors bon, il y a 25 ans, j'appelais ça peut-être autrement, mais ça rejoint ce sentiment que j'avais eu, cette espèce de culture qui ne peut plus être. Hein, voilà. Donc ils sont tristes de ça. C'est-à-dire qu'ils font les choses, ils sont là, ils savent que c'est défendu, ils savent que c'est reconnu, ils savent qu'il y a une prise de conscience. Mais en réalité, ils savent que c'est perdu. Et ça, quand on est avec eux et qu'on prend conscience de ça, mais alors on n'a plus qu'à pleurer. Hein. Non mais vraiment, hein. Enfin, moi ça m'est arrivé de pleurer là-bas. Parce que c'est ça qui est pathétique en fait. Voilà. On a pris conscience, il n'y a pas de problème. Ben oui, c'est malheureux, c'est triste, mais il n'empêche que leur culture est perdue. Oui, c'est net, quoi. Il y a d'autres questions ? Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est perdu. Ça serait mieux. Moi, ça fait 42 ans que je travaille en Australie avec des aborigènes. On n'arrête pas de répéter que tout est perdu. Depuis même avant que je commence à y aller en 79, dans les années 60, on disait ils sont fichus. Puis dans les années 70, ils sont battus pour récupérer leurs terres. Les Amérindiens ont fait la même chose. Et à chaque fois qu'il y a une lutte, Ariel parlait des enjeux miniers, etc., en fait, il y a toutes sortes de conflits intergénérationnels. C'est sûr qu'il y a des sacrifiés en route. Il y a plein de gens qui s'autodétruisent. Il y a plein de jeunes qui se suicident, même en Guyane française. Hein, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir le mot pour déprime. De fait, ils se suicident. Et il y a un désarroi des familles, n'empêche que... pour se battre contre la montagne d'or en Guyane, c'est la jeunesse autochtone qui s'est créée comme mouvement. Et je veux dire qu'ils ont revitalisé non seulement les luttes politiques, et ils ont gagné d'ailleurs contre la montagne d'or. Bon, c'est pas gagné contre toutes les mines, hein, puisque l'or gagne en prix, mais à chaque fois, à chaque génération, ça se réinvente. Et je veux dire, on a cette vision des cultures comme si elles avaient toujours été pareilles. La colonisation arrive, elle les empêche de faire tout ce qu'ils faisaient, et donc ce serait fichu. Non, ils inventent, ils n'arrêtent pas de réinventer. Et tous les peuples rêvent, comme ce peuple que vous avez eu la chance de rencontrer, où les aborigènes ont toujours utilisé les rêves pour s'adapter à des transformations, mais inouïes. Je veux dire, la géologie mondiale, ne prenons que l'Australie, 60 000 ans, ils sont là. Je veux dire, ils ont vu le continent perdre tous ses bords, devenir des îles, se séparer de l'Asie. Ils ont vu les volcans disparaître, la mer intérieure devenir un désert. Ils ont survécu.
Ok, on ne sait pas ce qu'ils faisaient avant. N'empêche que c'est parce qu'ils avaient quelque chose qu'ils sentaient. Et aujourd'hui, quand des délégations aborigènes ou amérindiennes viennent en France parce qu'il y a tout ce marché et aussi ce désarroi des gens ici, et quand les gens leur demandent mais comment faire pour retrouver, nous, les liens avec la nature qu'on aurait perdus, ils leur disent mais ne nous imitez pas. Nous aussi, on avait perdu, parce que la plupart des gens, à cause de la colonisation et des missionnaires, puis ensuite de la bureaucratie généralisée, ont perdu des choses, mais on les a retrouvées en rêve. Alors, moi, l'utilité du rêve. Ouais. Oui, je trouve très très jolie la séquence dans votre film où l'un des hommes dit que le filet, en fait, est construit avec un seul fil continu. Hein, c'est pas deux fils qui se croisent, etc. Et que c'est pour retrouver l'unité de la famille, mais dans cette forme qui montre un réseau. Et ça, c'est très très important parce que une des raisons aussi de l'effondrement, c'est la famille qui s'effondre. Enfin, je veux dire la famille étendue où il n'y a pas que des humains, les relations avec les animaux, avec les arbres, avec les pierres. Et donc, le message souvent de toutes ces délégations amérindiennes, il y en avait encore une là, la semaine, enfin plusieurs qui passaient par la France parce qu'elles allaient à la COP de Glasgow. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font aussi des rituels chamaniques. Le chamanisme a repris en force, tout comme il a repris en force avec la fin du régime soviétique. Je veux dire, le régime avait tout fait pour étouffer le chamanisme, mais dès que ça avait continué un petit peu, puis il y a de nouveaux chamans et qui font les choses autrement. Et surtout, il y a des enfants qui naissent avec des dons. Chez nous aussi. C'est pas une question d'imiter les techniques qui sont là-bas, mais en tout cas, pour parler de leur film, Ariel a parlé de cette initiative de faire des films eux-mêmes, hein, sous forme nomade. Ça, c'est tous les peuples autochtones, mais il y en a des milliers sur YouTube. C'est d'une inventivité extraordinaire. Je veux dire, d'une créativité à la fois au niveau du style, de l'humour, de la poésie. Et je pense, bon, moi je suis anthropologue, mais c'est pareil pour l'écrit. C'est plus à nous de le faire. C'est eux qui parlent de ce qu'ils ont à dire, que ce soit les films ou les livres. Nous, on ne peut plus qu'être des médiateurs, des traducteurs éventuellement, mais je veux dire, ils parlent anglais, ils parlent français, ils vont à l'université, ils font de l'art, ils font des pièces de théâtre, il y a des choses extraordinaires qui sont des jeunes juristes qui réinventent les lois. Voilà, on a tout à apprendre, mais nous aussi, on a des choses à retrouver dans ces liens ici, par le rêve. Non, mais vous avez tout à fait raison. Ils sont précieux parce qu'ils tiennent quelque chose d'essentiel. Hein. Ce rapport à la nature, ce rapport à l'animal, cette autre façon de voir. Donc c'est vrai qu'ils ne peuvent que se renouveler. Hein. Moi, quand je dis que j'ai eu ce sentiment de sans-espoir, c'est parce que le rouleau compresseur est un peu terrible. Hein. Il faut quand même, on l'observe. On ne peut pas faire autrement que l'observer. Mais vous avez raison, de génération en génération, et je le disais tout à l'heure, les nouvelles générations se forment à être des avocats et ils défendent de plus en plus de choses. Et je pense que de la part... qu'il y a cette nécessité aujourd'hui de renouer avec cette écoute, hein, de la nature. Donc eux, ils sont bien placés pour ça. Mais ils sont bien placés, mais indépendamment de tout ce que l'on peut imaginer, il y a ce côté un peu folklore qui est un peu désagréable et qui devrait disparaître. Tant qu'on garde cette idée-là un peu, ce serait vraiment dommage. Que je voudrais raconter, c'est Baptiste Morisot qui en parle, mais qui a été confirmé par Nastasia Martin, qui a travaillé avec des Amérindiens du Nord, et puis bon, depuis qu'il travaille plutôt en Sibérie, c'est que le mythe rejoint la réalité parce que dans certains mythes amérindiens, on parle de chimères, comme on en voit là ici au plafond, mi-coyote, mi-loup, et qui n'existaient pas dans la nature jusqu'à une époque récente, mais maintenant ils existent. C'est-à-dire ces deux espèces qui aujourd'hui étant menacées se reproduisent. Avant, elles pouvaient avoir des relations, mais elles ne se reproduisaient pas. Mais aujourd'hui,
Il y a une nouvelle espèce de loup-coyote. Et ça, c'était dit dans la mythologie. C'est formidable alors. Hein. On peut garder vraiment espoir. Bah oui, parce que c'est ça l'avenir du monde. Bah c'est ça, exactement. Oui. Le métissage. Oui, tout à fait. Il marchait. Oui, oui, bonsoir. Alors, je partage complètement ce que vient de dire la précédente intervenante, que ce soit sur les Koilu, que ce soit sur les générations qui naissent, qui sont de plus en plus particulières, que ce soit sur le néo-chamanisme. Je pense que vous connaissez Corinne Sombrin, qui a fait... il y a une adaptation de sa vie qui s'appelle Un monde plus grand. Un monde plus grand avec Cécile de France, qui raconte la vie de Corinne Sombrin, qui est partie en Mongolie, qui s'est formée au chamanisme, qui est revenue, qui a travaillé avec des scientifiques pour caractériser la transe, comprendre la transe. Aujourd'hui, elle dispense des formations à des thérapeutes pour justement utiliser la transe comme autre outil. Donc la question pour éventuellement retrouver un peu d'espoir sur cette vision, est-ce que vous seriez intéressé actuellement ou dans le futur, ou est-ce que ça a déjà été fait, de travailler sur justement ce renouveau du chamanisme, de la spiritualité? Voilà, c'est ma question. Indépendamment du fait d'être intéressé pour un film, j'étais intéressé pour moi-même. Tout d'un coup, pouvoir approcher la question du chamanisme, ou tout d'un coup de se poser des questions autour de tout ça, c'était des questions qui m'animent. Alors, on va se parler à la fin de... Ah bah d'accord, très bien. Non, ça reste des questions, oui, importantes, oui, pour moi. Oui. De toutes les façons, le rêve, comment dire, la capacité de se déplacer, toutes ces choses font partie du mystère, hein, comment dire, de la concentration, mais de la relaxation, mais aussi d'autres choses. J'ai pas le mot, mais si je voudrais pas tomber dans tous ces trucs qui peuvent paraître, comment dire, qui peuvent intéresser beaucoup de gens, mais au-delà de ça, si cette communication avec des choses comme ça particulières, comme la nature, les animaux, oui, bien sûr, c'est des questions très importantes. En tout cas, qui m'animent, moi, personnellement, intimement. Je ne vais pas vous donner les raisons exactes, mais moi, ça m'anime, oui. Oui, alors, j'ai une question, s'il vous plaît. Enfin, le piège à rêve, c'est une chose, mais bon, le Canada, c'est loin, mais il doit y avoir des villes qui sont jumelées avec des villes françaises, donc des villes peut-être du nord du Canada. Je ne sais pas. Mais bon, on pratique un sport qui s'appelle le badminton. Ça me fait penser un petit peu au piège à rêve avec son petit accessoire qui est vous savez, le truc où on met les cailloux dans les oiseaux. Le petit gésier, voilà. Le petit gésier gonflable. Avec ce piège à rêve, effectivement, c'est une raquette trouée, en fait. Voilà à quoi ça me fait penser. Et puis, effectivement, dans le nord de l'Europe, il y a des originaux, enfin, bon, on appelle ça des élans. Et puis, il y en a aussi en Pologne, hein, avec des bisons. Bien, ben voilà. Est-ce qu'on peut voir votre film sur YouTube? Oui, peut-être. Comme il date il y a 25 ans, je ne sais pas si... Oui, on peut le trouver, pardon, excusez-moi. Oui. Il est sur un lieu où on peut voir le film, absolument, avec les autres films. Il faut aller sur la chaîne YouTube qui porte mon nom et celui de Bertrand de Solier, qui est co-réalisateur avec moi sur de nombreux films. Bien, bah écoutez, merci beaucoup. Bonne soirée. On se retrouve merci beaucoup. Demain matin à 9h.
sur un thème très proche.